Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Chris Choly, ingénieur logiciel, développeur d'applications mobiles iOS en freelance, concepteur de jeux pour iPhone, amateur de bonne viande et de voitures de sport. J'ai le plaisir de collaborer avec Chris depuis plusieurs mois maintenant sur un projet d'application mobile dans le secteur de l'agriculture. J'ai énormément appris de lui tant sur l'aspect technique que sur l'aspect commercial et même la relation client. Bonjour Chris, comment ça va ? Bonjour Lilian, ça va très bien, merci de me recevoir pour cette interview aujourd'hui. Écoute, je suis très content de t'avoir. Est-ce que tu peux me dire sur quoi tu travailles en ce moment ? En ce moment, je travaille avec toi, comme tu l'as dit, sur un projet d'agritech pour une société qui édite des logiciels dans l'agriculture, qui s'appelle SMAG. Et en fait, c'est une app iPhone qui te permet de gérer ton exploitation, tes cultures, tes semences, créer des interventions, ajouter du matériel, des personnes, etc. Tout ça pour suivre ton exploitation et ton domaine agricole. Et c'est plutôt cool, donc ça fait 3-4 mois environ que je travaille avec toi sur ce projet. Et c'est vraiment cool. Enfin, j'aime bien collaborer avec toi en tout cas sur ce projet. C'est plus que positif. Merci. Voilà. Revenons un petit peu sur ton parcours. J'ai vu que tu avais fait des études à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Ouais. Ça c'est pour la partie école d'Inge. Ouais. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as toujours su que l'informatique c'était fait pour toi, que tu allais foncer dedans Alors en fait non. J'étais plus parti pour faire du multimédia parce que j'ai fait un DUT SRC, Services et réseaux de communication, après le bac. Okay. Après un bac S que j'ai fait. Donc quand même il y avait un bac S, donc je savais que j'allais faire quelque chose de scientifique, entre guillemets. Mais effectivement, comme je t'ai dit, j'ai fait un DUT SRC, donc j'étais plus sur le multimédia, l'animation Flash à l'époque, ce genre de choses. Et puis après, je jouais un petit peu avec Flex aussi, Flex Flash. C'est quoi Flex Flash ? Alors Flex, ça te permettait de faire des apps Flash, mais en écrivant du code. Okay. Enfin, au-delà d'écrire du code dans, je sais plus comment ça s'appelait, Flash Builder, un truc comme ça, ou Macromedia Flash à l'époque. Mais là, c'était Flex Builder et ça te permettait de faire des applications un petit peu avancées en Flash avec des composants comme ça. Il y avait du XML pour décrire un petit peu ta UI et puis de l'ActionScript 3 pour le business process derrière. Puis là, j'ai commencé à kiffer tout ce qui était code. Après, j'ai fait un petit peu de Java, JavaScript, bien sûr. Et après, il s'avérait qu'en DUT SRC, j'avais plutôt des bonnes notes, j'ai plutôt réussi. J'étais dans les 2 premiers sur les 2 années de la promo. Et après, les profs m'ont suggéré de continuer vers une école d'Inge. Et puis, moi, ça m'a paru logique, évident. J'ai tenté ma chance, parce qu'il y avait une petite sélection quand même. Bon, on n'est pas dans de la grosse école d'ingé non plus, mais il y avait une petite sélection, donc je l'ai passé avec succès. Et j'ai intégré l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, sur 3 ans. Alors au début, c'était un petit peu compliqué au niveau des maths, tout ça, parce que bon, j'avais pas mal de retard. Il fallait que tu te mettes à niveau. Exactement. Mais après, ça a été... on a attaqué fort avec du C++, c'est des choses que moi, j'avais pas encore fait. Donc, c'était assez compliqué. Je crois que j'avais eu 3 en première note. 3 sur 20. Mais après, j'ai compris qu'il fallait bosser, vraiment redoubler d'efforts. Étant donné que moi, j'étais passé par un DUT SRC, c'était pas assez peu commun. Il y en a qui avaient fait la prépa ou qui étaient passés par un DUT Info. Du coup, ils étaient mieux préparés en fait. Le DUT Info te préparait beaucoup mieux, clairement. À l'informatique pure et dure. Du coup, ça t'a pas rebuté quand tu t'es heurté à cette difficulté parce que c'est pas facile. Exactement, au début c'était compliqué, comme je te l'ai dit, 3 sur 20, des notes comme ça au début. Mais après je me suis accroché, j'ai persévéré, j'ai redoublé d'efforts, j'ai bossé le soir, parfois tard dans la nuit, et puis c'est passé. Ok. Alors j'étais plus dans les majors de promo comme en DUT, mais franchement c'est passé. Et c'était de mieux en mieux sur les 3 ans. Et puis... Donc durant ces 3 ans, tu t'es dit, ok, l'informatique, ça me plaît, j'ai envie de continuer là-dedans. Ouais, j'ai envie d'en faire mon métier. J'ai été diplômé.
En 2010, je suis sorti. Ok. J'ai fait les grosses SS2I classiques. Quel SS2I, tu peux nous dire? Capgemini. Plutôt Sogeti, qui est une branche de Capgemini. Voilà, Sogeti, où j'ai été en mission chez Mars Chocolat. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais raconté ça. Exactement. À Haguenau, en Alsace. Donc je viens d'Haguenau, hein, pour un petit peu situer la chose, qui est dans la région strasbourgeoise. D'accord. C'est à 30 minutes de Strasbourg, en dehors de Strasbourg. Et donc j'ai débarqué chez Mars Chocolat France, alors plutôt Mars AIS, Mars Information Services, qui est le département informatique de Mars Chocolat France, à Haguenau, et c'était très cool. J'ai pu visiter l'usine, tout ça, voir comment on fait les M&M's, les sneakers, les Mars sur la barline et tout, c'est assez intéressant. Mais bon, après moi je bossais sur le plateau, le grand open space, on était environ 200 personnes. Ah oui. Ouais, et là j'ai commencé, j'ai fait de la base de données surtout. C'était du PLSQL. Du PLSQL. PLSQL, j'ai commencé avec ça. Alors ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais étudié, mais bon, je me suis dit il y a une opportunité qui se présente, je vais la saisir, j'y vais tête baissée, quoi. Et j'accepte l'offre. D'autant qu'elle était à côté de chez moi, solution de facilité, etc. C'était pratique. C'était pratique. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Hein. Et après, assez rapidement, j'ai fait d'autres boîtes, d'autres éditeurs de logiciels dans la région de Strasbourg, etc. Mais très vite. Toujours par Sogeti? Non. Non. Chez Sogeti, ma grosse mission, ma principale mission, ça a été chez Mars. J'y suis allé 2 fois, j'étais une fois en intercontrat. Donc intercontrat, c'est quand t'as pas de mission, tu restes à l'agence ou tu restes chez toi quand ça dure trop longtemps. Ouais. Mais non, après j'ai vite compris qu'il y avait un truc à faire. Enfin moi mon truc, de toute façon, j'adorais Apple, j'adorais tout l'environnement Apple, clairement, depuis le début. Qu'est-ce que tu aimes chez Apple? J'adore beaucoup de choses. Alors c'est un peu, je suis un fanboy, alors c'est assez. Pour moi, ça semble évident. Non, mais j'aime clairement tout ce qui est ergonomie chez eux, design, interface, graphique, simplicité d'utilisation. Quand tu regardes iOS à côté d'Android, tu te rends compte que dans iOS, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Tu prêches un convaincu. Oui, non, mais enfin voilà. Donc, oui, je me suis dirigé. Enfin, moi, mon rêve, mon but, c'était de bosser dans les technos Apple, clairement. Alors sur mon temps libre, je faisais des trucs en Objective-C à l'époque. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que j'essaye de me lancer à mon compte, clairement. Et c'est ce que j'ai fait. Assez rapidement après Sogeti, j'ai eu quelques petites expériences entre Sogeti et le moment où je me suis lancé, mais rapidement j'ai essayé de me lancer et puis d'en faire mon métier. Et de gagner ma vie avec du développement iOS uniquement, en proposant mes services de développeur iOS. Ok. Alors, ouais. Tu finis de bosser pour des SS2I? Ouais. Alors, je finis de bosser pour des SS2I. Je fais 2-3 boîtes, mais ça me plaît pas trop. Dans la région strasbourgeoise, en tant que dev web. Parce que j'avais arrêté le PLSQL quand même entre-temps. Hein. Restons sérieux. Et puis, très vite, après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse de l'iOS parce que c'est ce que j'aime. Mais j'étais développeur web. Et j'étais même développeur freelance web. Alors ça marchait quand même. Hein. Je faisais de la création de sites web, création d'apps web, ce genre de choses, JavaScript, MongoDB déjà à l'époque, des choses comme ça, Node.js, AngularJS, ce genre de choses. Il n'y avait pas encore React, ça n'existait pas, React.js. Et alors là, je bossais sur un projet avec Fabien Cohen. Fabien Cohen qui est un des fondateurs de Happen, l'app de dating, concurrent de Tinder, etc. Et en fait, lui, je l'avais rencontré comme ça par le biais d'un pote sur Twitter qui cherchait un dev web, intégrateur web, donc CSS, HTML, CSS, JS, etc.
Et donc, je bossais sur son nouveau projet, après Qui était Appen. Appen Après Appen. Ah, parce donc il a que quitté Appen, il était plus dans Appen à ce Il a moment-là. quitté Appen parce que ça se passait pas forcément bien avec le DG qu'il avait lui-même embauché. L'histoire se répète Voilà. avec Steve Jobs. Un petit peu, ouais, c'est un petit peu, ouais, voilà. Et du coup, c'était une app qui s'appelait Homework. Ok. Et en fait, il mettait en relation des profs qu'il embauchait spécialement pour la plateforme avec des étudiants qui voulaient faire leurs devoirs, qui voulaient avoir une aide pour leurs devoirs. Donc un système de cours du soir. Exactement. Et donc moi, j'ai bossé sur cette plateforme en tant qu'intégrateur web. Et là, c'est posé une problématique. C'est qu'ils n'arrivaient pas assez à faire de l'acquisition sur cette app. Et eux disaient, enfin Fabien et son équipe disaient que ce serait beaucoup plus facile d'obtenir des coûts par acquisition plus faibles sur une app mobile. C'est plus facile à convertir un nouvel utilisateur. Et donc, s'est posé la question d'iOS. Parce que souvent on commence par développer une app iOS plutôt qu'Android. Et du coup, moi j'ai dit ok, je peux m'en charger alors que j'avais pas vraiment de grosses expériences. Je savais quand même développer une app iOS parce que j'en avais fait sur mon temps libre et que ça m'intéressait. J'avais fait de l'Objective-C par contre. Et là, c'était du Swift. Là, la techno, Swift venait un petit peu de se démocratiser. Hein. C'était il y a 5 ans, quoi. 4-5 ans. Ouais, 5 ans. Et du coup, je suis parti là-dedans. J'ai fait, je connaissais même pas les storyboards encore, parce que j'avais fait le choix de ne pas les utiliser à l'époque. Donc j'ai tout fait en code. C'était sorti, hein, ça existe depuis très longtemps, les storyboards avec Interface Builder, qui d'abord était un logiciel à part, qui n'était même pas dans Xcode, qui a été intégré dans Xcode par la suite. Mais du coup, moi, je n'utilisais pas tous ces outils, parce que moi, je joue avec Xcode depuis très longtemps, et effectivement, je n'avais pas touché à Interface Builder, je savais même pas que ça existait limite. Donc j'ai tout fait en code, à l'ancienne. J'ai même pas utilisé de contraintes. Ouais. Comment tu faisais pour avec du layout classique, en positionnant les éléments comme ça avec X et Y. Donc, voilà, layout subview, en overridant le layout subview, des choses comme ça. Mais voilà, bon, ça fonctionnait, hein, c'était très bien. J'avais mis mon pote Elvis aussi sur le projet. Elvis qui est un designer d'illustration. Qui est très très fort et puis qui a fait toute l'interface graphique et toutes les illustrations de cette app, donc c'était cool. Et puis moi j'ai intégré comme ça, j'utilisais même pas d'image encore à l'époque parce que je voulais que tout soit en code, c'était vraiment la folie. J'utilisais un truc qui s'appelait PaintCode pour convertir les images. C'est les courbes de Bézier, je crois. Oui, alors que effectivement ça c'est plutôt fait pour des icônes. Enfin bref, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, cette première expérience, on va dire, réelle, professionnelle, où j'étais payé. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses dans le domaine iOS. Et c'est véritablement cette expérience-là qui m'a lancé. Et ça a été le tremplin après vers de nouveaux clients, vers d'autres apps. Alors je me souviens plus exactement ce que j'ai fait après Homework. Mais faudrait que je ressasse tout ça. Mais j'ai réussi à en vivre. Et puis à ne pas avoir de trou pendant 5 ans là. Donc la transition en fait s'est très bien passée malgré le fait que tu n'avais pas une énorme expérience, parce que tu t'es lancé en freelance sur de l'iOS en tout cas. Oui, parce que j'ai dit que j'avais une expérience perso et puis que je pouvais mettre ça à contribution. Ils m'ont fait confiance, en effet, j'ai pu sortir l'app, tout ça. Donc ça s'est bien passé. Après, malheureusement, la start-up n'a pas fonctionné, comme beaucoup. Oui. Alors on avait des cours, hein, on avait des profs, on avait les cours tournés, etc. On générait du cash, mais c'était pas suffisant. C'était clairement pas suffisant. Après toutes les problématiques business, je les connais pas forcément qui sont derrière, mais on rentrait du cash, mais pas assez, comme comme c'est souvent le cas. D'accord. Du coup, ils ont arrêté au bout de 2 ans, un truc comme ça. Puis je me suis cherché une nouvelle mission. Ok. Quand on se lance en freelance, il y a 2 parties vraiment. Il y a l'aspect technique. Ouais. Mais il y a aussi l'aspect commercial. Oui. On en discutait un petit peu avant le podcast. Est-ce que toi tu t'es formé ou est-ce que c'était sur le tas ? Comment tu procédais déjà pour gagner un client ?
Tu vois, est-ce que tu avais des stratégies ou est-ce que tu t'es dit, voilà, je vais appeler beaucoup de clients, enfin, ou eux, ils vont m'appeler, ou finalement, il y a tellement peu de développeurs sur le marché que j'arrive à attirer des gens et assez facilement à les convertir sans être un expert de la vente. Alors oui, c'est un point important, clairement, tu fais bien de le souligner dans le métier de développeur, c'est de freelance. Bien sûr. C'est de choper du client, entre guillemets. C'est assez compliqué, effectivement. Alors bon, moi j'ai pas vraiment de stratégie, comme je te l'ai dit avant le podcast, mais je pense que j'ai eu de la chance, il y a une part de chance, dans la mesure où j'ai jamais vraiment prospecté. Après, effectivement, j'ai mis des trucs en place. Mon profil LinkedIn. Il est magnifique. Ah tu bon, as le plus beau profil LinkedIn. J'invite tous les gens qui nous écoutent vraiment à taper Chris Choly, SCHO2LY sur LinkedIn et d'aller voir ton profil parce que je t'assure, et je te dis pas ça pour c'est à cause des petits emojis que j'ai mis. Les emojis, franchement, il est magnifique. À chaque fois que je regarde, je dis mais comment il fait cet enfoiré pour avoir un profil LinkedIn aussi beau? C'est très gentil, écoute, ça me flatte beaucoup, merci beaucoup. Mais c'est vrai, vraiment, je le pense vraiment, c'est sincère. Donc, écoute, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté sur ce genre de plateforme. LinkedIn, qui m'a, franchement, ça m'a rapporté pas mal de prospects, en tout cas de leads. Après, ça n'a pas toujours converti, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne manière de générer du lead. Ce que je faisais à un moment, c'est que j'utilisais un petit soft, une petite extension Chrome qui s'appelle LinkedIn Helper, un truc comme ça, Service Helper, pour ajouter des gens automatiquement, un petit growth hack comme ça. Et puis là, je me souviens, bon, c'est payant, mais c'est pas bien cher. C'est un abonnement par mois qui doit faire 10 balles. Okay. Et puis là, tu peux rentrer des mots-clés en fait de personnes qui t'intéressent, du genre développeur iOS ou CTO iOS, quelque chose, ce genre de choses. Et puis le script va tourner tout le temps, il va t'ajouter du monde, va faire des demandes de relations. Et sur LinkedIn, comme on le sait bien, tout le monde accepte, enfin, on va dire un bon 75% des gens t'acceptent directement. Et après, sur ces personnes-là que j'avais ajoutées automatiquement, certaines venaient me contacter pour du développement iOS. Donc à un certain moment, j'ai fait ça. Je le fais un petit peu moins maintenant parce que les gens viennent tout seuls, m'ajoutent comme ça à leur tour. Donc je me chope environ 20 demandes par jour que j'accepte. On peut parler de ton petit hack que tu utilises en ce moment que tu m'as partagé sur LinkedIn. Ah, le petit hack avec la photo de profil. Oui. Ouais, j'ai vu ça. Maintenant, ça commence à se répandre alors énormément. Oui. Je sais pas si tu as remarqué quand tu fais une recherche. En fait, on va mettre un petit cercle de couleurs comme ça avec un dégradé. Sur ta photo de profil, en fait. Sur ta photo de profil. Un petit cercle autour de ta photo de profil assez fin qui va rappeler un petit peu les stories d'Instagram. Donc du rose vers le violet, un truc comme ça avec le dégradé sur le cercle. Et ça, en fait, ça te permettait un petit peu de sortir du lot dans les résultats de recherche de LinkedIn. Honnêtement, je pense pas que ça ait marché. Mais bon, un petit peu peut-être. Je sais pas. J'ai l'impression que ça marche pas vraiment. Je pense que l'extension Chrome. Ça marchait mieux. Ouais, ça marchait beaucoup mieux. D'accord. Beaucoup mieux. Puis là, le cercle, le coup du cercle, il y en a énormément qui le font. C'est devenu une espèce de mode sur LinkedIn, je sais pas. Mais carrément. Bah oui, je pense que les gens se disent il y a peut-être une nouvelle feature qui est sortie, je suis curieux. Oui, c'est ça, c'est ça. Et la curiosité va. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu penses que LinkedIn c'est mis aux stories. C'est possible, hein. Surtout que des fois, ils font de l'A/B testing, j'imagine, à grande échelle, et ils doivent se mettre peut-être sur une petite tranche d'utilisateurs, tester sur un petit pourcentage. Et derrière, ils voient ce que ça donne, et ensuite, avant de répondre, donc peut-être que les gens se disent ça. Je pense que ça doit les faire marrer chez LinkedIn. De voir les gens qui essaient de... peut-être qu'ils vont sortir une espèce de feature stories à la story pro, je sais pas, ça m'étonnerait pas, quoi. J'ai vu beaucoup de profils avec un cercle autour. Dont le tien, je crois. Bah oui, c'est toi qui me l'as conseillé. Moi, je me suis dit, punaise, c'est vrai que c'est pas bête comme petite astuce. Vas-y, je teste, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que t'as remarqué une... Pas plus que ça, honnêtement. Pas plus que ça, non, ça c'est pas... Pas plus que ça. C'est pas ouf. Comme trick. J'ai remarqué une chose en travaillant avec toi. C'est que tu es très poli. Alors, les gens qui nous écoutent se disent peut-être...
Ouais, non mais d'accord, tu vas dire bonjour au client, au revoir. Ouais, ça c'est on va dire le b.a.-ba de la politesse. Mais je pense que tu as une étape au-dessus où tu dis vraiment merci souvent quand les gens vont te faire quelque chose, tu vois, où on n'aurait pas le réflexe de le dire. Et quand je t'observe dans les relations sur Slack, etc., moi c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Et je pense que c'est vachement important en fait, d'être toujours ultra courtois, d'être un poil plus peut-être que la moyenne pour justement sortir du lot. Et au-delà de ça, dans la relation client de tous les jours, je pense qu'il y a beaucoup de devs aujourd'hui qui, parce que le marché est en notre faveur, en tout cas je pense, aujourd'hui, oui, c'est vrai. se permettent d'envoyer chier clairement certains recruteurs et du coup sont pas forcément polis parce que voilà, tu es dev Java et qu'il y a un mec qui vient te dire est-ce que tu fais du JavaScript et ils vont l'envoyer bouler, ils vont dire non mais en fait tu sais pas, ton métier de recruteur tu le fais mal, alors qu'ils pourraient très gentiment dire bah, en fait c'est pas la même chose, moi je fais plutôt du Java, d'ailleurs si tu as une mission sur le Java, bah, c'est avec plaisir que j'échangerai avec toi. Et je pense que c'est plus une stratégie, en tout cas que moi j'essaie d'appliquer, parce que derrière le message il reste pour toujours en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et peut-être qu'un jour le marché il va se retourner et tu seras en difficulté, peut-être que cette personne que tu as envoyé chier, c'est ça. Elle va pas venir vers toi parce qu'elle va voir ce message en fait. Ouais, tu as tout dit, c'est ça, exactement. Sur Internet tu laisses une trace partout quoi. Donc faut quand même se méfier. Après moi c'est pas un truc que je calcule forcément. Ouais. Je pense que c'est naturel d'avoir de l'empathie, tout ça, d'être courtois, poli avec le client, c'est celui qui te paye quoi. Donc sans le client, ben t'es mort, tu n'existes plus. Donc le client, enfin ouais, faut bien le traiter quoi. Et puis même le prospect, parce que le prospect demain c'est ton client. Si aujourd'hui c'est pas ton client, demain ça va peut-être l'être parce qu'il aura une mission sur une autre techno. Enfin sur pas la techno sur laquelle il t'a contacté, mais sur de l'iOS. Et donc c'est super important. Et effectivement, tu l'as souligné, tous les devs n'ont pas forcément cet état d'esprit, parce que le marché est clairement en notre faveur en ce moment. Alors pas forcément sur de la mission freelance remote. Oui, c'est vrai. Moi je fais beaucoup de remote depuis le début, clairement. Mais oui, le marché est quand même de notre côté, on va dire d'une manière globale. Mais ça n'empêche pas qu'il faille garder une bonne relation, une super relation, même avec tout le monde en fait, même pas qu'avec ses prospects. Avec chaque personne qui va te contacter, c'est clair, voilà, tu sais jamais de quoi il fait demain. Cette personne-là qui t'a proposé une mission qui ne correspond pas à tes attentes va peut-être t'en proposer une meilleure demain. Et tu te dois de la respecter pour pouvoir demain y répondre à cette offre quoi. Donc ouais, c'est important clairement. J'ai pas de grand chose d'autre à dire là-dessus. Effectivement, t'as tout dit. Je pense aussi qu'il y a deux niveaux aussi que j'ai vu surtout dans la mission actuelle. C'est qu'il y a l'équipe avec laquelle tu travailles au jour le jour, donc vachement opérationnel. Et ensuite, il y a le décisionnaire le décisionnaire, le CTO, le CMO, je sais pas quoi, le CFO, qui va signer le contrat à la fin. Et tu te dois de bien t'entendre en fait avec les deux parties et d'être super poli et respectueux envers l'équipe avec laquelle tu travailles, parce qu'elle va être en discussion avec le CTO, et même si le CTO il s'entend super bien avec toi, etc., si l'équipe dit des choses négatives sur toi, ça risque de compromettre ta mission, quoi, clairement. Exactement, ouais. C'est clair. Tu te dois de respecter toute la hiérarchie, c'est clair. C'est pas parce que tu es à ton compte que tu dois faire n'importe quoi et que tu dois te sentir supérieur. Non, il faut rester à ta place. Finalement, c'est presque comme si tu étais embauché. Même plus, je pense, encore. Ouais, faut encore plus. Faut être encore plus être courtois. Bien sûr, ouais, c'est pas forcément évident dès le départ, mais c'est des choses, ça s'apprend aussi, ça se cultive, ça s'entretient. Mais après, c'est vrai que après, c'est assez naturel aussi. Pour toi, ça a été assez naturel? Ouais, est-ce que tu as appris de droite à gauche? Est-ce qu'il y a Non, j'ai jamais eu vraiment de problème, non. J'ai pas eu de problème avec aucun client. Je suis toujours... si y a un problème, vraiment, faut privilégier la communication, discuter, voir ce qui va pas, est-ce qu'on peut trouver une solution, plutôt que de s'emballer, s'enflammer tout de suite et monter sur ses chevaux. Enfin, voilà, ouais. Ok.
Tu le disais tout à l'heure, tu travailles seulement en remote, donc à distance, en télétravail. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que c'est plus cool. Pourquoi c'est plus cool? Parce que... Alors, je te challenge, même si Bien sûr, t'as raison. Non, mais je partage. T'as pas besoin de te vision. déplacer, c'est énorme. Moi, j'habite à Haguenau. La plupart des missions dans mon coin, dans mon périmètre, on va dire à 70 km autour, se trouvent dans la région de Strasbourg, banlieue bourgeoise et Strasbourg même. Et il y a des bouchons de dingue, quoi. Enfin, c'est une des autoroutes pour aller à Strasbourg, entre Haguenau et Strasbourg, la plus bondée de France, derrière le périph' parisien. Ah oui. Et derrière Marseille, ouais. Donc c'est des bouchons de malade. Tu mets 2 heures à faire 30 bornes le matin, 2 heures le soir. C'est juste horrible, quoi. Enfin, c'est du temps perdu. Et ça, faut expliquer aux clients. Je pense qu'il y a un travail d'éducation du client à faire. Et il y a de plus en plus de clients comme ça qui se mettent au remote. Et en fait, je pense que tout le monde est gagnant. Le développeur est gagnant. Il peut bosser de chez lui, c'est quand même beaucoup plus sympa. On est plus productif aussi quand on travaille de chez soi. On est beaucoup plus productif parce qu'on va avoir moins de bruit autour de soi. On est moins dérangé. On est moins dérangé, on est plus concentré, on est plus focus clairement sur ses tâches. Bien sûr. Et je pense que le client est aussi... ça c'est tout bénéf clairement pour le client, la productivité. Bien sûr. Et clairement, il y a des heures supplémentaires qui sont travaillées chaque jour avec le trajet qu'on économise. Donc c'est vraiment tout bénef. Les Américains l'ont compris. Il y a beaucoup plus de remote aux US qu'en France. Mais j'ai l'impression qu'en France, ça vient vraiment de plus en plus. De plus en plus, mais doucement quand même. Toutes les entreprises ne s'y mettent pas encore. C'est vrai, mais bon, je pense qu'il y a un travail aussi de la part des SS2I comme ça, parce que maintenant, de plus en plus, les SS2I, je l'avais dit aussi en off, travaillent et font appel à des freelances, parce qu'il y a plus grand monde, entre guillemets, pour les CDI, tout ça. Ça devient de plus en plus compliqué de recruter. Et puis ces SS2I, elles doivent aussi, parce que c'est elles qui sont en contact avec les grosses boîtes, clairement, et il y a un travail d'éducation aussi de leur part à faire auprès des clients pour militer sur le remote, quoi, qui est vraiment l'avenir, je pense, à mon sens en tout cas. Ok. Comment tu trouves tes clients aujourd'hui? On a parlé de LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes que tu utilises? Alors ouais, les plateformes classiques, Malte, Crème de la Crème. T'as trouvé des missions sur Crème de la Crème? Non. J'étais sûr qu'on parle 2 secondes. Alors, c'est des plateformes que j'utilise. J'ai malheureusement pas encore trouvé de mission avec ce genre de plateforme. À part peut-être Malte, mais c'était vraiment une micro-mission. C'était rien de dingue. Alors oui, donc Malte, Crème de la Crème. Qu'est-ce qu'il y a? Comet, qui est à mon sens une des entreprises... une des plateformes freelance les plus prometteuses, clairement, qui sort du lot. T'es inscrit sur Comet aujourd'hui? Oui. Ce que j'ai remarqué sur Comet, en fait, moi, ce qu'ils me disent à chaque fois, c'est que je suis vachement au-dessus en termes de TGM par rapport à ce que demandent les clients. Ce qui fait que je passe un petit peu... mon profil n'est jamais proposé, alors que je me vends à ce TGM, en direct ou via d'autres plateformes. Et je pense que comme c'est les entreprises qui proposent, qui mettent un petit peu leur demande et qui disent voilà, non, le TGM maximum ou le TGM qu'on aimerait, c'est ça. Mais du coup, on perd on passe pas dans le process, alors que parfois dans la négociation, tu peux augmenter ton TGM de 100 €, ça peut s'expliquer, ça peut se négocier. Et du coup, on est un petit peu bazardé. C'est le problème qu'ils ont, en tout cas que j'ai pu voir sur leur Slack, etc. C'est ce qui remonte. Un petit gros sac serait peut-être de mettre ton TGM le plus bas. Exactement, et de négocier derrière au plus haut. À la hausse. Ouais. Ça peut se faire. Mais au-delà du TGM sur Comet, je crois qu'ils ont très peu de remote et ils y travaillent aussi. On en revient, ce fameux remote. Alors je sais pas si toi tu te déplaces des fois, mais moi c'est très rare en fait. Parfois j'ai déjà collaboré avec des startups strasbourgeoises. TokTokDoc notamment, je crois que je t'en avais parlé, qui font de la téléconsultation sur iPad. Ça c'est cool pour les maisons de retraite. Mais au-delà de ça, non, j'ai jamais vraiment bougé. Alors j'ai bossé avec plusieurs pays même. Enfin c'est ça aussi que ça permet, le remote c'est cool. Mais je pense que sur Comet, il n'y a pas encore beaucoup de remote. Ça représente que 20% je crois de leur mission, 15-20%.
D'accord. J'avais discuté avec un des managers là, de Comet qui me disait ça. Et donc, ouais, ça reste encore assez faible. Du coup, il y a peu de missions, en tout cas pour moi, qui me sont proposées. Parce que j'ai mis remote uniquement. Et du coup, bah ouais, j'ai jamais vraiment chopé des missions par le biais des plateformes, là, de toutes ces plateformes. La plupart du temps, c'est bouche à oreille, clairement des clients qui vont te recommander, qui vont parler de toi autour d'eux, et puis il y a des nouveaux clients qui vont venir, qui vont dire ah ok, j'ai entendu parler de toi par le biais de ce client, etc. Ou alors LinkedIn qui est bien utilisé avec quelques growth hacks, te permet de faire un petit peu de ta chasse aux missions, etc. Est-ce que tu as déjà reçu des missions un petit peu what the fuck via ces plateformes? Moi, je sais que, par exemple, je te donne un exemple, j'ai reçu des demandes où une personne voulait que je redéveloppe Uber avec un budget de 500 €. Alors, non. Ça, franchement, j'ai déjà entendu, t'es pas le premier à me dire ça. Mais écoute, alors j'ai eu de la demande comme ça, effectivement, mais pas via ces plateformes-là, via Twitter. Il y a quelques années, ouais, je me souviens, un type, il voulait que ça devait être pareil, un Uber, un truc comme ça. Je pense qu'il y a plein de monde, à un moment, qui voulait redévelopper Uber pour 500 $. Un truc comme ça. En général, franchement, on parlait de sympathie avant et d'empathie. Alors, ouais, franchement, je réponds pas forcément à ce genre de... Je réponds même pas. Sur Twitter, ou alors je dis que le type est un peu à côté du truc et je lui dis je l'invite à lire un article. Il y avait un article comme ça qui avait été fait sur Medium qui te disait le coût minimum d'une application à payer pour redévelopper Uber. Ah oui. Et c'était dans les je sais plus, 70, 80K, un truc comme ça. D'accord. Pour l'application de base de mise en Pour l'appli, pour une app iOS. Je crois qu'il y a iOS, Android, les deux, mais après c'était vraiment un truc de base, quoi, parce que même 80K pour deux apps et un back-end, c'est pas grand chose. Non. C'est pas très cher. Parlons un peu plus technique. Ouais. D'architecture iOS. Alors pour ceux qui nous écoutent, du coup, qui sont pas vraiment développeurs iOS, ils vont dire de quoi ils parlent, là je comprends plus rien. Ouais, on va survoler un petit peu ces questions-là. Parce que c'est clair que sans support, c'est compliqué. C'est un peu compliqué sans montrer. Là, on est sur un podcast, format audio uniquement. Quelle est l'architecture que tu privilégies le plus? Alors je connais la réponse. Ouais. Alors, et pourquoi? Mais ça va dépendre clairement du contexte. Ouais. Enfin, c'est toujours la réponse en informatique. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, mais la réponse universelle en informatique, en termes en tout en fait, même pas qu'en termes d'archi, ça dépend. Et ça dépend toujours en fait de ce qu'on veut faire. Clairement, même la techno en fait, ça va. Je veux dire, si on fait du Swift, de l'Objective-C et tout, il y a toujours des bonnes raisons d'utiliser l'une ou l'autre techno selon le contexte. Donc, ma réponse globale sera ça dépend. Après, en général, voilà. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du MVP. Tu peux dire pourquoi voilà. Model View Presenter MVP. Donc, en fait, tu vas avoir un View Controller. Je ne sais pas si ça va parler à nos auditeurs, mais tu vas avoir un View Controller très dummy, en fait, qui ne va pas faire grand-chose, qui va se contenter d'exécuter ce que lui demande le présenteur, la couche de présentation. Et en fait, le présenteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des view modèles qui vont être donnés directement au view controller. Et le view controller va afficher vraiment les données du view modèle qui ont déjà été mises en forme, tu vois, par le présenteur. Donc en fait, c'est un mix parce qu'en iOS, la réponse universelle, c'est MVVM. Model, view, view model. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que ça se ressemble beaucoup. Alors, ouais, bon, je sais pas si on va rentrer dans ce niveau de détail, mais en tout cas, j'utilise pas l'un ou l'autre, j'utilise les deux en même temps. C'est-à-dire que moi, mon présenteur va créer des view modèles. Voilà, et c'est comme ça que j'utilise un petit peu MVVM. Tout en utilisant MVP. Je vais pas donner directement la donnée au view controller, je vais lui la donner par le biais d'un view model. Ok. Et un view model, en fait, c'est juste, c'est
sais pas comment expliquer ça. Ta donnée sera directement formatée dans le view model. En fait, tu vas afficher nom, prénom dans un view controller. Tu vas dans ton view model, c'est là que tu vas mettre une variable name qui va être composée de first name et last name. Voilà, et tu la donnes directement au view controller. Et le view controller, en fait, il va l'afficher sans savoir ce que c'est ou comment elle se crée, en fait. Exactement. Ok. Comment tu te formes aujourd'hui? Parce que tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans l'informatique, ils savent que l'informatique, ça évolue à une vitesse de fou. Oui. Et qu'il faut continuer à se former pour rester pertinent, en fait, d'un point de vue technique. Est-ce que tu as des sources, toi, que tu utilises sur le dev iOS, particulièrement, que tu as tendance à suivre, des articles que tu as tendance à lire? Ouais, je regarde Medium pas mal. Des articles sur Medium, je regarde Twitter. Je regarde beaucoup John Sundell, qui est un petit peu Merci à lui. un gourou iOS du moment. Il fait beaucoup de choses. Là, il s'est mis à son compte uniquement sur ses formations, sur ses articles sponsorisés, etc. Donc avant, il faisait ça à côté de son taf de freelance, et maintenant il est là-dessus à 100%. Donc il met encore plus de ressources à disposition et tout ça gratuitement. Donc John Sundell, vraiment une référence mondiale sur le sujet. C'est l'ancien lead développeur de Spotify. Oui, exactement. Et faut le dire quand même, parce que il y a son pote aussi que je suis, qui est très bien, qui est Guilhem Rambo. Ouais. Rambo, ouais, je suis plus sûr de son nom, mais enfin c'est Guilhem Rambo, ouais. On va dire ça. Et puis il est très fort aussi. Il y a souvent des exclus sur les confs iOS. Ouais. Sur les keynotes et tout, de ce qui va être divulgué et tout, il fait des... Et il est en contact avec Apple et l'équipe Alors je sais pas, hein, mais souvent il regarde dans les codes, enfin dans les versions bêta d'Xcode, s'il voit des nouveaux flags et des trucs comme ça, qui peuvent lui donner des indices sur les nouvelles features ou des choses qui vont arriver. Même en termes d'hardware, parce que tu as des flags qui peuvent te fournir des éléments et des pistes sur ce qui va être divulgué, etc. Donc j'aime bien suivre ces deux gars-là. Et après, Twitter, LinkedIn, il y a aussi pas mal d'articles. Puis Slack. SwiftBaguette, exactement. On leur dit le bonjour si SwiftBaguette, bonjour à tout le monde. À la communauté SwiftBaguette, qui est vraiment... C'est vraiment une super communauté, clairement. Je rencontre souvent du monde de SwiftBaguette sur différents événements auxquels je participe, du genre .swift, la conf .swift, qui est plutôt cool. En octobre, j'ai participé à FrenchKit à Paris aussi. Donc là, je vois plein de membres de la communauté SwiftBaguette, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec eux, tout ça, de les rencontrer en réel. Tout ce petit monde-là. Après, c'est toujours les mêmes personnes, c'est intéressant, qui viennent qui viennent à ces événements. C'est quand même un petit monde comme ça. C'est très très enrichissant, c'est très cool. Okay. D'ailleurs, tu devrais venir à FrenchKit aussi. Il faut que je vienne à FrenchKit. Voilà. Avec le recul que tu as aujourd'hui, quels sont les conseils que tu pourrais donner à une personne qui veut apprendre à développer et qui veut se lancer dans l'iOS, par exemple? Waouh, belle question. Grosse question. Quels sont les conseils que je pourrais donner à un débutant en iOS, c'est ça? En termes de recherche de clients ou en technique ou de tout? D'un point de vue général, un ou une débutante, ils vont plutôt essayer d'apprendre d'un point de vue technique au début avant de vouloir se vendre en freelance. Ouais, je pense qu'il faut faire beaucoup de veille, clairement. S'inspirer des meilleurs. Ne pas réinventer la roue. Utiliser les libs, notamment CocoaPod. Et parce qu'il y a toute une série de pods, comme tu le sais, qui sont à disposition. Voilà, pour aller vite. Clairement, il faut utiliser ce genre de librairie. Il ne faut pas réinventer la roue. Sauf si c'est pour des trucs ultra spécifiques où la perf est ultra importante. Mais en général, voilà, tu peux aller sur GitHub, tu regardes le nombre d'étoiles, c'est un très bon indicateur. Tu regardes le nombre d'issues, etc. Tu vas faire un tour, tu regardes la lib. Mais clairement, oui, je dirais de ne pas réinventer la roue, de s'inspirer des meilleurs,
John Sundell, de lire leur blog, Guilhem Rambo, des gens comme ça inspirants. Après, il y a Chris Latner aussi, et tout un tas d'autres développeurs à suivre clairement sur Twitter, etc. Mais oui, je donnerais ces conseils-là. C'est vraiment de regarder ce que font les autres, les très bons développeurs, de s'inspirer d'eux, d'aller voir leur GitHub, de voir ce qu'ils committent comme ça en open source, de regarder leur code et de faire pareil, vraiment de s'inspirer. Ouais. Ok. Après, je réfléchis encore, mais ouais, d'être patient aussi, de ne pas vouloir avoir un TGM trop élevé au début. C'est quoi un TGM trop élevé? Un TGM trop élevé au début, ça peut être 700 € sur Paris, par exemple. C'est trop élevé pour un développeur iOS. C'est trop élevé. C'est vrai. C'est trop élevé. Peut-être de commencer à 350, 400. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien en auto-entrepreneur. Tu as une limite de 70K par an. Je pense que tu peux déjà te faire les armes là-dessus, très clairement, avec un petit TGM et comme ça l'augmenter régulièrement. Alors il faut que tu aies appris quelque chose, bien sûr, pour l'augmenter. Il faut que tu sois plus rapide, que ta valeur aux yeux du client est augmentée, etc. Et là, tu peux y aller. Mais au début, je pense qu'il faut pas être trop gourmand parce que faut te vendre à ta juste valeur, quoi. Parce que sinon, tu seras le moment pas... de l'apprentissage aussi, donc Ouais. c'est un investissement aussi sur le long terme. Oui. On peut dire ça. Ah oui. À quoi il ressemble la suite pour toi? Parce que là, ça fait 5 ans que Ouais. t'es dev iOS, c'est ça? Oui. Est-ce que tu veux continuer ton activité de freelance ou est-ce que tu aimerais faire autre chose? Est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais lancer? Je sais que tu fais des jeux. Oui, je fais des jeux aussi. Des jeux iOS, j'en ai fait 2 jusqu'à présent. Alors, je les ai faits sur mon temps libre. J'ai pas forcément pris le temps qu'il faudrait pour les lancer correctement, faire des campagnes, etc., mettre de l'argent dans de la pub, etc. Alors c'est un domaine super compliqué, les jeux vidéo, encore plus compliqué que tout le reste. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y en a trop, il y en a beaucoup qui beaucoup de sortent, concurrence, ouais. c'est énorme. Je crois que c'est le type d'app le plus représenté, le plus représenté sur l'App Store, donc c'est très compliqué, il y a une concurrence énorme. Donc ouais, c'est un secteur super dur. Et je pense que si tu fournis pas tout ton temps, si tu donnes pas tout ton temps et toute ta dispo là-dedans, ben c'est mort, quoi. C'est compliqué de percer. Ouais, c'est compliqué. Je pense faudrait que j'arrête mon activité de freelance, clairement, et que je me consacre qu'à ça et que j'accepte de ne plus gagner d'argent pendant quelques temps pour remonter après et gagner ma vie avec des jeux vidéo que je vendrais soit en direct avec un prix d'achat pour l'app ou alors des achats des in-app ou de la pub ou des choses comme ça. Mais ça, franchement, c'est très difficile, oui, c'est très difficile, mais effectivement, j'aimerais bien faire ça, ouais. Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien, en tout cas, faire vendre en direct, c'est-à-dire ne plus avoir de clients, vendre à l'utilisateur directement. C'est-à-dire être solopreneur et maker, enfin faire des apps et les vendre. Alors, l'idée, ça serait de plus vendre ton temps quelque part. Voilà. Et vendre un produit qui se vend automatiquement et l'argent y rentre entre guillemets quand tu dors. Ne plus échanger son temps contre de l'argent. C'est quand même assez important. C'est important parce que tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est compliqué. C'est-à-dire que le boulot que tu fais aujourd'hui ne te servira pas forcément pour demain. Tu n'accumules pas, tu n'empiles pas. Quand tu bosses pour une boîte avec un TGM, chaque nouveau jour passé, c'est comme si tu recommençais à zéro en quelque sorte. Parce que si tu ne bosses pas, ce jour-là, tu ne gagnes pas d'argent. C'est ça, exactement. Donc, et là, tu échanges ton temps contre de l'argent. Moi, ce que j'aimerais, à moyen terme, c'est ne plus échanger mon temps contre de l'argent. C'est-à-dire créer mes produits et vendre directement. Tu as des idées de produits aujourd'hui? Est-ce que tu as réfléchi à un plan? Pas encore. Clairement, pas encore. Parce qu'il y a plein de choses dans ma tête. Il y a le secteur immobilier aussi, on en parlait. J'aime bien, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui touche autour de l'immobilier. J'aimerais bien investir. J'ai fait quelques petits investissements en immobilier. Mais j'aimerais accélérer aussi ce domaine. Alors, il y a plein de choses.
Donc je sais pas encore exactement vers quoi Te tourner? je vais me tourner. Alors est-ce que je vais faire un truc à 100%? C'est-à-dire est-ce que je vais me lancer dans l'immobilier à temps plein? Non, je pense pas. Parce que l'informatique, ça me passionne quand même beaucoup depuis longtemps. Donc je pense que j'aurai toujours un pied dans l'informatique. Mais que c'est clair qu'au niveau ouais, j'aimerais créer mes apps clairement et les vendre directement. Et après, oui, à côté de ça, faire un peu d'immobilier, acheter des biens, les louer, faire de l'Airbnb, des choses comme ça. C'est des pistes que j'aimerais bien explorer. Ok. On arrive dans la fin de l'interview. Quel est le meilleur et le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie, de manière générale? Pas forcément... Oh putain, c'est dur ça. Ouais, c'est une question que je pose un petit peu aux gens à la fin Quel est d'interview. le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Ouais, le meilleur et le pire. Le meilleur conseil, je dirais après, moi j'écoute pas mal de coachs, hein, comme je te l'ai dit aussi, des coachs de vie, comme Franck Nicolas. Je sais pas si tu connais. Oui, ça me dit quelque chose. Je le suis pas, mais ça me dit quelque chose. C'est un coach de vie, coach en leadership, hein. Coach des coachs, comme on l'appelle, parce qu'il coach d'autres coachs. Et ce mec-là est très intéressant. Et j'écoute, je le suis depuis quelques années. Et le truc qui revient, ouais, c'est de rien lâcher, de pas abandonner. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Je pense qu'il faut s'accrocher. Faut jamais abandonner, parce que même quand tu es au pied du mur, il y a toujours une solution qui existe pour t'en sortir. Donc quoi que tu fasses, n'abandonne jamais. Même si tu n'as pas les résultats escomptés directement, je pense que avec l'abnégation, la persévérance, je pense que tu peux tout obtenir dans la vie. Et ça, c'est ultra puissant. Et je pense que certains millionnaires qui ont réussi, qui ont vraiment percé, qui ont compris certaines choses, ont tous cet état d'esprit, je pense. Ils n'abandonnent pas, ils lâchent rien. Et ils se battent jusqu'au bout, quoi. Donc ouais, ça, ce serait le meilleur. Ouais, après c'est un peu bateau, hein, mais... Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas d'autres réponses, là, dans l'immédiat. C'est ce à quoi je pense. Et le pire? Après, le pire conseil... Le pire conseil? Je sais pas, le pire conseil. Qu'est-ce que ça peut être? Là, je pense... le pire conseil, ça peut peut-être être ton beau-frère qui, lors d'un dîner, va te conseiller en immobilier sur l'achat d'un bien alors qu'il a jamais investi. Je pense que ça peut être ça, clairement. Donc ne jamais écouter... Ouais, le conseil d'une personne qui n'est pas légitime, en fait. Et on en a tous eu, hein. T'as pas ton beau-frère? Non, mais moi ça m'est pas arrivé, mais c'est d'une manière générale, le beau-frère. Un exemple. Mais oui, ça a dû m'arriver, une personne de ma famille, un truc comme ça, lors d'un dîner, qui me conseille sur un truc, en fait, qu'il connaît pas du tout. Je pense que ça nous est tous arrivé. Et là, le truc, c'est de pas l'écouter. C'est ça qui est important. Et en fait, il faut s'intéresser aux experts. Pour repérer les experts, il faut simplement voir leurs résultats. Quels sont leurs résultats sur les mecs qu'ils ont coachés? Est-ce que ces types-là sont satisfaits? Et voilà, voir leurs résultats, identifier les experts, comme ça, et puis suivre ce que disent les experts dans un domaine, et ne pas écouter son beau-frère. Je m'attendais à faire du MVC. Non, mais c'est beaucoup plus large que, bien sûr, la techno. C'était pour la blague. Si tu devais dîner avec n'importe qui dans le monde, si tu avais la possibilité de dîner avec n'importe qui dans le monde, qui c'est que tu choisirais? Facile, celle-là. Je pense que t'as déjà, que tout le monde t'a dit, que beaucoup de personnes ont cité la même, le même personnage d'Elon Musk. Non, c'est revenu plusieurs fois. Parce que c'est un peu ce qui se fait de mieux en ce moment en termes de businessman. Le mec est juste énorme, quoi. Il doit avoir quoi, entre 8 et 20 sociétés, je sais pas. J'en sais rien. Elles fonctionnent pratiquement toutes. C'est toutes des super, des trucs de dingue. Il a un parcours de malade. Voilà, je pense qu'on aimerait tous être Elon Musk. Bon, après, il bosse comme un taré, c'est sûr. Ouais. Ça doit pas être
tous les jours facile dans sa tête, etc. Avec tout ce qu'il a à gérer. Je pense qu'il fait énormément de sacrifices parce qu'il continue de bosser comme un fou. Mais en tout cas, en termes de projet, voilà, le mec, il envoie bientôt, il va envoyer des types dans l'espace pour la première fois. Ouais, c'est juste un modèle. Donc, je pense que discuter avec lui, tu peux apprendre énormément de choses en très peu de temps. Donc, ça m'intéresserait de manger avec lui, clairement. Rebonjour, c'est Lilian. On a eu quelques petits soucis avec l'enregistrement de la fin de ce podcast. Si vous voulez retrouver Chris Choly, le meilleur moyen de le faire, c'est via LinkedIn, donc le réseau social professionnel, à Chris Choly, donc CHRIS, espace SCHO, 2LY. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.